capitalisme nous tient, il nous tient par ses normes matérielles, le capitalisme nous a attrapés en nous dorlotant. Et en fait, l'idée qu'il défend, lui, c'est de dire que si révolution il y a, si convergence des luttes il y a, si on y arrive, on n'y arrivera pas avec plein de ZAD partout en France. Lui, il n'y croit pas. Pourquoi? Parce qu'il dit le capitalisme, il nous a trop habitués à un certain confort et la grande majorité des gens n'acceptera pas de vivre une vie de zadiste. Donc il dit il faut un cadre, il faut des règles et il faut un projet global à l'échelle du pays. Pourtant, il y a quand même des expériences qui se font à travers le monde, notamment au Rojava, où il y a des systèmes qui commencent à se créer, qui sont plus démocratiques, plus horizontaux, plus environnementaux. Comment on pourrait en fait passer de la convergence des colères à la convergence des imaginaires? Quel imaginaire on met? La convergence des imaginaires se fera lorsqu'il y aura aussi une aptitude à se mettre à la place des autres. Et cela revient aussi aux politiques. Les politiques sont des éléments, ce sont des transmetteurs, mais les politiques ne veulent pas sortir de leur bulle, parce qu'une fois sortis de leur bulle, ils sont perdus, parce qu'ils sont hors sol la plupart du temps. Mais aussi, peut-être que je me pose la question, la disparition des partis pourra aider à faire converger les imaginaires. Parce qu'il y a trop d'obstacles, trop de règles, trop d'obéissance, trop d'obséquiosité. Il y a trop de choses qui empêchent d'aller de l'avant. Et moi, je crois que c'est dans cette diversité de modes de fonctionnement politique qu'on pourrait, disons, préparer les imaginaires de l'avenir qui seraient plus perméables à des mouvements sans chef, à des mouvements spontanés, à la désobéissance. Moi, je crois énormément à la désobéissance civile. La désobéissance civile est quand même une sorte de marche vers les autres. Et c'est intéressant, il faut être courageux, c'est difficile la désobéissance, surtout quand vous êtes entouré de policiers, comme la semaine dernière pour les Gilets jaunes. Moi, j'ai eu l'impression, j'avais fait une thèse de doctorat dans ma jeunesse sur la commune de Paris de 1871. J'ai eu l'impression que j'allais au bagne. Il y avait des policiers à droite, des policiers à gauche, des policiers derrière et des policiers devant. Nous étions 300 personnes, je crois, 400. Alors je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut libérer l'imaginaire? Comment est-ce qu'on peut se libérer soi-même pour faire autre chose? Ce n'est pas facile, la question reste ouverte, parce que voilà, il y a la répression de plus en plus quand même forte, il y a les obstacles individuels, il y a l'attrait du consumérisme, et on ne va pas dire aux gens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, vous n'allez pas consommer plus. Alors comment le dire? C'est difficile. Nous disons aussi, les écologistes, vous n'allez pas voyager en avion, d'accord? Je suis d'accord, en partie. Mais comment on va dire à ceux qui n'ont pas voyagé jusqu'à maintenant et qui commencent à voyager? On va leur dire, ah non, maintenant le low cost, vous ne le prenez pas, et puis vous restez chez vous parce qu'au bord de la Loire, c'est mieux qu'au Kenya. D'accord, il faut vivre des expériences pour changer son propre imaginaire. Moi, je crois à la goutte d'eau. Cette goutte d'eau qui tombe, c'est ce que nous faisons chaque jour, pas à pas, et qui lentement deviendra un lac. Mais restons au questionnement. Ce n'est pas plus mal de rester au questionnement. Comment nous libérer nous-mêmes? Comment libérer notre pensée? Comment se détacher de l'attrait du capitalisme, du consumérisme? Même si tu dis tous les matins aux gens, vous voyez, dans 50 ans, il fera 48 ou 46 degrés, et ne consommez plus, voilà, ne mangez plus de viande. Oui, mais tout ça demande du temps. Et ne tombons pas dans le punitif.
L'imaginaire n'a pas besoin de punition. L'imaginaire doit s'envoler.